Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG qui a un peu repris cet après-midi avec la patte Luis Enrique qui se fait grandement ressentir. On le sait, ce sera notre futur entraîneur l'année prochaine. Depuis 15 jours, il travaille en sous-marin avec son staff technique sur l'effectif, son projet tactique, mais aussi et surtout le mercato où on sait qu'il aura une certaine marge de manœuvre. Il a sûrement soumis un certain nombre de noms à sa direction en matière de recrutement et deux d'entre eux ont fuité dans la presse aujourd'hui. Et oui, il faut quelques semaines avant que les noms fuitent de manière publique par les médias. Donc là, je pense que cette semaine et la semaine prochaine, on va avoir de nouveaux noms au poste d'ailier droit, peut-être même de numéro 9, des noms qui sont soumis par Luis Enrique. Bref, installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, avant de passer aux pistes en elles-mêmes, j'aimerais faire un point économique et en matière de communication. Ce ne sont pas mes domaines, mais pas besoin d'être spécialiste là-dedans pour comprendre qu'il y a des dysfonctionnements au sein du PSG. Nous sommes le 3 juillet, on sait déjà qu'on a signé et bouclé 5 recrues, mais aucune n'est officielle. Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Cher N'Dour, Marco Asensio, Manuel Ugarte. Je compte même pas le petit coréen puisque selon certains médias, il reste des détails de l'accord avec son club à finaliser. Vous me direz, c'est anecdotique. L'essentiel est que le contrat est signé, le joueur soit présent à la reprise et qu'il donne tout la saison prochaine sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que la communication, c'est qu'une partie infime et au PSG, on en a tellement bouffé qu'on peut se lasser de tout ça. Mais de l'autre côté, le mercato, c'est une culture à part entière. D'abord, c'est une partie de l'année où tu vis les informations à 1000 à l'heure. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Les infos sont périmées au bout de 24-48 heures, tellement on est assailli d'informations de tous les côtés, tous les jours. Donc, officialiser un mois après certains dossiers, je pense que tu vas le faire dans l'anonymat. C'est très clair, la hype est redescendue, plus personne n'en a rien à péter, on est passé à autre chose. Et pour le club, bon, ça la fout un petit peu mal de ne pas surfer là-dessus parce que de l'autre côté, ce qui s'imbrique avec ça, c'est justement cette culture du mercato. Encore une fois, c'est de la com, mais le PSG travaille comme aucun autre club en Europe, encore une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un club anglais qui a repris le générique des Simpsons pour annoncer leur recrue. Par exemple, l'AS Roma, l'année dernière, pour annoncer le prêt de Wijnaldum, le met en avant dans une vidéo où il sort d'une piscine. Tu comprends pas trop, mais c'est ça le mercato, tu vois. C'est des annonces inventives, créatives, d'autres qui sont toutes pétées, dont tu te moques et dont tu te souviendras pour ça. Je peux penser à la Juve qui à chaque fois officialise ses recrues par des vidéos lors des tests médicaux, même à l'arrivée sur le tarmac à l'aéroport. Le Real, les vidéos à chaque fois où les joueurs sont un petit peu gênés, où ils font les pouces en l'air, comme Tchouaméni l'année dernière, pendant les tests médicaux. Bref, il y a plein de choses comme ça. Voilà, les clubs qui reprennent les Here We Go de Fabrizio Romano, qui font des trucs ultra créatifs. Nous, non. Nous, on va officialiser ça un mois après. Chaque joueur au compte-gouttes, voilà. On va être rassasié complètement d'officialisation parce qu'on va en avoir 6 d'un seul coup. Allez-y, mangez tout ça et attention, digérez-les bien. Bon, c'est vrai qu'on peut le regretter. On peut le regretter. Cette communication, puisqu'on sait très bien qu'au sein du club, c'est pas notre fort. Et attention à ne pas confondre marketing et communication. Bien sûr, les deals en matière de sponsoring et tout ça, alors là, c'est notre domaine. Mais alors, la communication, c'est difficilement compréhensible. On va passer au dossier sur les entraîneurs parce que en fait, dans le passé, le PSG a fait tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de lire ce que le club veut faire. Il n'y a pas vraiment d'explication valable. Et ensuite, j'aimerais faire un point aussi sur les journalistes. Un petit coup de gueule, les tabasser, quoi, parce que nos journalistes français,
sont dans un confort absolument extrême. Hein. Alors on a Loïc Tanzi qui est le porte-parole de Nasser, évidemment qu'il est fiable puisqu'il tire ses infos de l'entourage de notre président. Il était d'ailleurs au Peninsula, quartier général de Nasser, hôtel détenu par les Qataris aujourd'hui. Hein, je parle de Loïc Tanzi. À chaque fois, les exclusivités sur les joueurs, ce sont les médias locaux, étrangers, qui les ont. Nos médias sont incapables de sortir les noms. Et il y a aussi autre chose. Je ne demande pas à ce qu'on ait des paparazzis qui s'immiscent dans la vie privée de nos joueurs. Très loin de là. Mais par exemple, Luis Enrique, on sait qu'il a passé 3 jours la semaine dernière à Paris. Rien n'a fuité. On aurait pu avoir des images de lui au Bourget ou alors au centre d'entraînement qu'il a visité soi-disant à Poissy. Rien n'a fuité. Aucune image. Au Royal Monceau par exemple, lorsqu'il sort pour aller dans son van. Rien. Le mec revient en Espagne. Il atterrit, sorti de l'aéroport. Tu as toutes les vidéos du monde par les journalistes espagnols qui lui posent toutes les questions. Alors, il répond pas. Mais on sait du coup qu'il est revenu de Paris grâce aux médias espagnols. Parce que là-bas, voilà, il y a cette... Les mecs sont toujours après. Ils sont à l'aéroport. C'est pas sur le domicile. Encore une fois, j'appelle pas à ce qu'on ait des paparazzis, style ce que vit Kanye West, après nos joueurs, nos futurs recrues et nos entraîneurs. Très loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que nos journalistes bossent. Enfin, ok, ils bossent. Bien sûr, les infos sont recoupées. Il y a certains journalistes qui sont très fiables. Benjamin Quarès du Parisien, Loïc Tanzi, bien sûr, on va pas cracher sur son travail. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas non plus un travail extraordinaire pour aller chercher vraiment les petits détails. Voilà. On attend plutôt que le club nous donne les informations. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, plutôt que d'aller les chercher par nous-mêmes. Voilà, j'ai trouvé la formule. Les journalistes français attendent que le club les nourrisse, plutôt que d'aller chercher les informations, faire des investigations. Après, de l'autre côté, c'est vrai qu'à leur décharge, s'ils faisaient des investigations sur le club et qu'ils sortaient des informations qui ne plaisent pas à Nasser et tout ça, bien sûr qu'ils auraient plus leurs entrées au camp des loges, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Bref, bon, aujourd'hui... c'est vrai que tu es un peu condamné à officialiser tous tes joueurs comme ça au compte-gouttes. Si tu veux faire un truc un peu original, tu peux peut-être faire une vidéo avec un scénario, avec du coup toutes les recrues en même temps, avec Luis Enrique tant qu'on y est, faire je sais pas des trucs comme ça. Mais sinon, ben, c'est sûr que tu vas officialiser tout ça dans l'anonymat. Bien sûr, je rappelle que ça change absolument rien. C'est que de la communication. Par exemple, Luis Enrique, c'est pas officialisé, mais on sait très bien que son staff technique, 1, est constitué, et 2, bosse sur le mercato, donc pas de problème à ce que ce ne soit pas officialisé maintenant. Alors, pour la question de l'entraîneur. D'un point de vue strictement juridique, j'ai fait quelques recherches et visiblement, à la différence du Bayern avec Nagelsmann, en France, on ne peut pas avoir 2 entraîneurs en même temps. C'est-à-dire que si tu veux officialiser Luis Enrique, à l'extrême limite, tu dois modifier le poste de Christophe Galtier, lui donner un autre poste qu'entraîneur pour négocier tes indemnités, ou alors faire comme le Bayern avec Nagelsmann, le garder sous contrat, le payer tous les mois, et dès qu'il y a un club qui le veut, eh bien il paye une indemnité, ou alors toi du coup tu n'as pas à payer les salaires restants jusqu'à la fin du contrat. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre. Le Bayern a fait ça avec Nagelsmann. C'est pour ça que quand on l'a pisté, ça parlait de payer une indemnité aux Bavarois. Nous, de ce que j'ai lu, c'est pas possible. Donc Galtier et Enrique en même temps, il faut absolument virer Galtier avant. Ça a pris du retard avec sa garde à vue, les indemnités. Je comprends pas trop ça. Parce qu'évidemment, Galtier, on sait tous depuis début mars qu'on doit le dégager. Début juillet, c'est toujours pas fait. Bon, et aussi pour ceux qui me diraient Pochettino, on a fait comme le Bayern avec Nagelsmann. Je les renverrai vers les sources qui ont sorti ça, parce que c'est vrai que c'était sorti à un moment donné que Pochettino était resté sous contrat au PSG et que si un club le voulait, bah, il fallait payer l'indemnité, tout ça. Bon, c'est des médias espagnols qui ont un peu fantasmé là-dessus, ça n'a pas trop tourné, pas vraiment été confirmé en France, et il a signé à Chelsea sans grand problème, sans qu'on ait le PSG dans les négociations, donc j'y crois absolument pas à ça. Bref, d'un point de vue économique, pour revenir sur les joueurs, alors il y a certaines personnes qui nous disent on officialise après le 1er juillet pour faire passer les indemnités sur le prochain exercice comptable. Parce que vous savez, les exercices à chaque fois se terminent pas le 31 décembre, mais le 30 juin. Je pourrais comprendre,
mais de l'autre côté, pourquoi tu n'officialises pas Marco Asensio qui est un joueur libre, où tu n'as pas d'indemnité, alors que Wijnaldum, quand il a signé en 2021, tu l'as officialisé le 5 juin, tout simplement. Et puis surtout, je ne crois pas vraiment que tu l'officialises le 25. Je ne suis pas sûr qu'en fait la communication change quelque chose à tes plans comptables. Voilà, j'y crois pas vraiment. Je ne suis pas expert là-dedans, mais personnellement, j'y crois pas. Hein. Et puis ensuite, Record Portugal aujourd'hui nous a dit que l'officialisation de Manuel Ugarte est retardée parce que on veut virer Galtier, introniser Enrique avant de mettre les officialisations sur les recrues. Ça pareil, l'année dernière, tu as officialisé Vitinha avant Christophe Galtier. Alors, c'était un cas particulier parce que Porto, justement, eux, par contre, tu devais les payer avant le 30 juin. Parce qu'ils vendaient Vitinha pour assainir leur compte, comme chaque année, ils vendent un titulaire, avant le 30 juin, pour pouvoir faire un exercice comptable plutôt correct, sachant qu'eux, ils sont cotés en bourse, je crois, et ils doivent sortir tous leurs chiffres de manière officielle. Donc, voilà. Vitinha officialisé avant Christophe Galtier. Tout ça pour dire que par le passé, le PSG a tout fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Je crois qu'il ne faut vraiment pas chercher à comprendre avec ce club. Selon Fabrizio Romano, Marcus Rashford devrait prolonger long terme à Manchester United. Il avait déjà sorti cette information il y a 3 semaines. Et entre-temps, je voyais plein de gens nous dire il faut Marcus Rashford pour remplacer Kylian Mbappé au PSG. Des informations aussi qui étaient sorties là-dedans. Mais on le sait tous qu'il va prolonger là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, en Espagne, ce week-end, on a vu certains journalistes dire j'exclus pas une prolongation d'Mbappé au PSG. Voilà. Au sein du club, évidemment. Allez, disons qu'une prolongation, encore une fois, de 2 ans, pour qu'ils partent à 200 millions l'été prochain, je valide. Mais le problème, c'est qu'il faut la faire maintenant, quoi. Il faut la faire au plus tard en novembre. Parce que si tu la fais en mai et qu'au final, en juillet, tu le vends, bon, ça la fout mal, quoi. Essaye au moins de la faire 8 mois avant et après jouer avec les médias pour simuler une rupture entre les deux parties. Ou alors, tout simplement, Mbappé est un vrai mercenaire et du coup, va là où il y a le plus d'argent. À savoir la prime de fidélité cet été, la prime à la signature gratuitement l'été prochain. Donc bon, ça va être difficile dans tous les cas de le remplacer. J'ai juste mis Marcus Rashford dans mes brouillons pour vous illustrer tout simplement le fait que sur le marché, aujourd'hui c'est quand même très compliqué. Le top gratin européen, c'est très difficile de les déloger de leur club. Passons à l'information du Parisien. Alors, une info qui nous disait qu'on avait 200 millions pour recruter en attaque un ailier droit et un vrai numéro 9. Alors, c'est des infos, on le sait tous, qui valent pas grand-chose. C'est pour ça que je dis les médias sont un peu paresseux. Voilà. Parce qu'ils te disent chèque de 200 millions pour le PSG cet été pour recruter ailier droit. Ils te balancent ça comme ça. Et les mecs sont contents. Youpi, on a 200 millions, ils font leur plan. Mais ça marche absolument pas comme ça en fait. Les budgets, c'est pas du tout comme ça qu'ils sont calculés. C'est-à-dire que, au final, ces 200 millions, les investissements que tu fais, tu les penses sur le long terme. Tu les penses en matière d'amortissement et pas en matière de chèque comme ça qui serait signé et qui serait l'approvisionnement pour cet été. Voilà. C'est-à-dire que 200 millions amortis sur des contrats de 3 ans, c'est pas comme 200 millions amortis sur des contrats de 5 ans. Je le répète maintes et maintes fois sur cette chaîne. On a l'exemple de Chelsea, bien évidemment. Ils ont dépensé 400 millions, je ne sais plus combien, cet hiver. Mais ces 400 millions, ils n'ont pas la même valeur que s'ils avaient été dépensés par le PSG. Parce qu'en France, tu peux amortir, donner des contrats de 5 ans maximum. Donc, ces 400 millions, tu les aurais amortis sur 5 ans max. Ce qui fait qu'un contrat par exemple, 50, un transfert à 50 millions, 100 millions, allez, 100 millions, ça t'aurait fait donc 20 millions d'amortissement par an. C'est-à-dire que cette année, tu sors 20 millions d'euros, pas 100, 20 millions cette année, 20 l'année prochaine, et ainsi de suite jusqu'à la fin du contrat. Chelsea en Angleterre, ils peuvent faire des contrats long terme. Donc ils ont fait des contrats à 8 ans et demi, je crois. En fait, plus les indemnités de transfert étaient élevées, plus les durées de contrat l'étaient aussi. Comme par hasard, Enzo, Mudryk, gros transfert à plus de 100 millions. Enzo, c'est 8 ans et demi pour 120 millions. Donc, tu divises ça par 8,5. En matière d'amortissement, tu es quand même un peu plus large que sur 5 ans. Alors, évidemment, si le joueur flop,
le contrat aura une valeur très importante. Parce que imaginons que Enzo Fernandez, dans 3 ans, il veuille s'en séparer. C'est-à-dire que tu auras 5 ans de contrat à racheter. 120 millions divisé par 8, ça fait un amortissement. Allez, disons que par année, ouais, ils font 15 millions d'amortissement. Allez, disons. 15 millions d'amortissement par an. Si tu dois racheter 50 contrats d'Enzo Fernandez, tu fais donc 5 x 15, ça te fait 75 millions. C'est-à-dire que dans 3 ans, s'ils veulent revendre Enzo parce qu'il a floppé, c'est 75 millions minimum pour qu'il fasse opération blanche. C'est comme nous avec Icardi cet été. Il reste 12 millions et demi d'amortissement. On ne peut pas le vendre en dessous. Voilà. Donc c'est vrai que tout ça est un petit peu compliqué et les histoires de budget à chaque fois sont un petit peu des magots de la part des médias qui te sortent ça comme ça. Maintenant, l'UEFA a modifié tout ça. Tu peux toujours mettre des contrats de 8-9 ans, mais par contre les amortissements, c'est sur 5 ans maximum. Fini les pirateries de Chelsea. Et d'ailleurs, en 2019, quand ils voulaient réformer le fair play financier, ça parlait de limiter l'amortissement à 3 ans. Le Covid est passé par là, ça a été un petit peu abandonné. Donc voilà un petit peu, par exemple, Bernardo Silva. On nous dit que sur les 200 millions, il y aura une grosse partie qui serait investie sur lui parce qu'on veut le recruter. Alors déjà, comme les 200 millions, à ce qui paraît, selon le Parisien, c'est pour recruter en attaque, ça veut dire qu'on considère Bernardo comme un ailier droit, un joueur à vocation offensive, plus qu'un milieu de terrain. Ensuite, d'un point de vue économique, il aura 29 ans en août. Ok ? Si tu lui donnes 50 contrats, ça fait qu'à la fin, il en aura 34. Ce qui est quand même beaucoup. Sachant qu'il sort de 6 saisons sous Pep Guardiola, qui te demande de courir. Première ligue, évidemment, quand t'en sors, t'es quand même un petit peu essoré physiquement. Wijnaldum peut témoigner. Ander Herrera aussi. Donc tu peux te dire, d'un point de vue sportif, est-ce que Bernardo Silva lui donner 50 contrats, c'est judicieux ? Ben, moi, je serais plus content si on lui donne 3 ou 4 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en plus, il a un énorme salaire. Et lui donner un énorme salaire sur 5 ans, ça me gênerait. Parce qu'il a signé pour 50 millions donc, à City en 2017. Donc sur les 50 millions, je pense qu'à l'époque, il avait un salaire à 6 millions, disons. Il a prolongé en 2019. Selon certains médias, il a émargé depuis sa prolongation donc à 12-13 millions par an. Je pense que c'est du brut. Et donc en net, ça donne 8 millions. Je pense que vraiment, Bernardo, c'est 8-9 millions actuellement net à Manchester City. 150 000 par semaine à ce qui paraît, ce qui donne grosso modo 8 millions. Donc pour le faire signer au PSG, il faudrait que tu lui augmentes son salaire. Donc 10 millions net par saison. Bon, tout ça, ça va pas franchement dans le sens d'un contrat de 5 ans. C'est-à-dire qu'un tel salaire, moi perso, je le donne sur 3 ou 4 ans. Voilà. En plus, en France, il paiera plus d'impôts qu'en Angleterre. Donc le salaire devrait être plus élevé pour qu'il s'y retrouve aussi personnellement sur ses fiches d'imposition chaque année. Donc bien évidemment, si tu investis 80 millions sur Bernardo, amorti sur 3-4 ans, c'est pas comme amorti sur 5 ans. Tout simplement. Voilà. Donc si tu fais la folie de mettre 80 millions, parce que c'en est une, sur Bernardo cet été, après, tu t'y retrouves pour amortir, mais en matière de salaire, un petit peu moins. Voilà. Joao Félix, alors ça s'est un peu calmé. La rumeur n'a pas été reprise par les médias français. Et en Espagne, on a des échos qui nous disent qu'on irait sur lui que si Neymar part. Ça me paraît totalement logique, même si je ne suis pas vraiment pour faire partir Neymar si c'est pour faire venir Joao Félix. Pour moi, Félix doit absolument prendre la direction d'un club de seconde zone pour se relancer, où il aurait beaucoup de temps de jeu et un petit peu moins de pression, un petit peu moins de radar sur lui. Et de l'autre côté, ce dossier m'a ouvert sur un questionnement. D'un côté, je vois que Kaïn Osimhen, c'est pas possible. Qu'on piste Joao Félix, c'est tout à fait possible de le signer, lui. Et je me dis, on a signé Luis Enrique, qui n'est pas le genre d'entraîneur qui va absolument te demander un numéro 9 pivot. C'est-à-dire que si tu lui donnes un faux 9, dans son système de possession, un mec avec un certain bagage technique pour se connecter avec ses partenaires, jouer de haut jeu en matière de possession, bon, peut-être qu'il apprécierait. Peut-être que Joao Félix faux numéro 9, Luis Enrique, c'est ce qu'il envisage. Et donc, pour nous, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu changer
notre vision des choses et se dire qu'au PSG, un faux numéro 9, ça peut faire l'affaire. Chelsea remporte la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel avec un faux numéro 9, bien évidemment. Donc voilà, pas besoin de vrai numéro 9 dans l'absolu pour aller loin. Maintenant, pour ce poste-là, João Félix a évidemment trop peu de statistiques et trop peu impactant dans le dernier tiers et le dernier geste. Et surtout, si on part sur cette idée du faux numéro 9, je pense qu'il faudrait absolument recruter 2 milieux minimum qui comptent pour 8-10 buts par saison. Voilà, 2 milieux qui se projettent un peu comme Rakitic l'a été sous Luis Enrique au FC Barcelone, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué, quoi. Au milieu de terrain, et tes signatures ne vont pas vraiment dans ce sens-là. Alors Marco Asensio avec sa qualité de frappe de loin, mais Lee Kang-in, oui pour la conservation, le jeu entre les lignes dans la densité, mais après pour la finition c'est plus quelqu'un qui distribue, qui finit. On l'a vu, hein, si vous avez regardé les matchs qu'il a joués avec sa sélection pendant le mois de juin, c'est pas lui qui finissait les occasions, c'est lui qui donnait des galettes à son numéro 9 qui mangeait la feuille à chaque fois et qui vendangeait à chaque fois. Bref. Alors, selon l'équipe, Loïc Tanzi et le Parisien Benjamin Quarez, donc c'est très fiable, le club a relancé la piste Kolo Muani, voyant que Osimhen et Harry Kane, c'est pas possible. Bon, ce qui me désole un peu, c'est qu'on attende le 3 juillet pour se rendre compte que De Laurentiis est un président complètement fou qui surévalue complètement ses joueurs et que le Prince Harry est un Anglais très difficile à faire partir et qui va vouloir aller chercher le record de buts marqués en Première Ligue. Et je pense que même le Bayern va se casser les dents sur ce dossier, même s'il y a des discussions avec le joueur. Maintenant, passer de ces deux joueurs-là à Kolo Muani, faut quand même se mouiller la nuque. C'est-à-dire qu'on passe du gratin européen. Harry Kane, ça l'est dans l'absolu. Osimhen, ça l'est sur la saison écoulée. Kolo Muani, c'est quand même 2-3 classes en dessous. C'est-à-dire que entre les deux, tu aurais pu cibler des joueurs intermédiaires. Par exemple, un Lautaro Martinez, un Alvarez de City. Alors, c'est des joueurs qui ne sont pas sur le marché des transferts, vous me direz. Mais Lautaro, je pense que tu proposes 80-100 millions à l'Inter. Ils réfléchissent, hein. Comme le Milan AC, quand Newcastle leur a proposé 80 pour Tonali, enfin plutôt 70 et des bonus. Donc voilà, je me dis, le gap est quand même très important entre le plan A et le plan B. Maintenant, Kolo Muani. Alors, déjà, j'ai des doutes sur son envie de venir. Parce qu'il y avait plein d'échos qui disaient qu'il rêvait de la Première Ligue. Même lui a fait des déclarations officielles, mais vraiment de sa bouche, où il te dit qu'il préfère la Première Ligue, mais à l'aise. Ensuite, face au bloc bas, j'ai des doutes sur ses capacités à tenir le ballon, à résister au duel et jouer dans les petits espaces. Techniquement, je pense que dans les 1 contre 1, notamment une fois lancé, c'est un très bon joueur. Mais par exemple, pour se connecter avec ses partenaires dans le rôle que Luis Enrique attend d'un numéro 9 dans ses systèmes basés sur la possession, j'ai un petit peu plus de mal. Kolo Muani, numéro 9 d'un système Luis Enrique, j'ai quand même quelques doutes, en fait. Et alors, je ne sais pas si c'est son poste préférentiel, là où il est le meilleur, mais du point de vue purement PSG, quand je vois les qualités de Kolo Muani, je me dis, au vu de l'effectif actuel, au vu surtout du non-travail qui est effectué sur le poste d'ailier droit, parce qu'aujourd'hui, les pistes sont quand même pas sexy, voilà, je me dis, en fait, si Kolo Muani vient, peut-être qu'il apporterait plus au PSG, au poste d'ailier droit, qui prend la profondeur, un petit peu impactant, plutôt que numéro 9. Maintenant, pour lui, peut-être que le poste de numéro 9, c'est là où il excelle le plus, où il est le mieux, bien évidemment, je ne dis pas ça. Je dis que pour le PSG, en fait, j'ai l'impression que ce serait en tant qu'ailier droit qui t'apporterait le plus, Kolo. Et puis ensuite, bien sûr, le prix. Voilà. Depuis quelques mois, on entend 100-120 millions. Là, l'équipe nous a dit qu'à 70 millions, ça pourrait se faire, que Francfort attendrait ça. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils aient revu leurs exigences autant à la baisse. Dans tous les cas, Kolo Muani, 60 millions, pas plus, c'est très clair. Et ensuite, il ne faut pas que la Première Ligue vienne sur le dossier. Parce que là, tout de suite, la surenchère serait absolument phénoménale. C'est pour ça qu'on a dû lever la clause de Manuel Ugarte très rapidement dans le mercato, parce que on avait Liverpool, Chelsea sur le dossier. Là, on sait très bien que si Kolo est pisté par des Anglais, ça va vite monter à 80-90. Ensuite, j'ai des doutes sur, au-delà du profil tactique,
l'homme en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ce soit le genre de leader d'attaque. Et ça, c'est à prendre en compte parce qu'on sait très bien qu'Mbappé, s'il part pas cet été, ça devrait le faire l'été prochain. Donc là, il faut un joueur qui, un, a l'apport statistique de Mbappé et deux, sans dépendre du joueur en question comme on dépend d'Mbappé, parce que c'est un peu trop, il faudrait quand même un leader d'attaque qui emmène un petit peu tout le monde. Osimhen, voilà, sa mentalité me plaît dans cette dimension-là. Kolo Muani, j'ai quelques doutes. Je pense que Kolo Muani, c'est plus le lieutenant d'un Kylian Mbappé, d'un Harry Kane, d'un Neymar, plutôt qu'un vrai leader d'attaque. Et c'est pour ça que là-dessus, je me dis, si tu bouffes ton enveloppe mercato sur Kolo Muani, est-ce que tu t'y retrouves derrière? Voilà, j'ai quand même quelques doutes. Et puis, au-delà de tout ça, ça reste un joueur qui est en progression, qui a encore quelques lacunes. Et donc, plutôt que de lui raser sa progression, ben, il faudrait plutôt lui laisser voilà, la continuer tranquillement. Alors, Santia Aouna nous annonce que Gabri Veiga, on en a parlé dans une précédente vidéo au milieu du Celta Vigo, alors c'est bas de tableau Liga, donc évidemment ben, c'est une équipe un peu pourrie dans laquelle il surnage. Alors selon Santi, on a avancé sur le dossier et le PSG espère lui faire passer sa visite médicale avant la fin de semaine. Je suis content. On en parlera demain. D'un point de vue tactique et tout ça, pour moi, ça paraît logique que Luis Enrique valide ce genre de piste. Juste pour aujourd'hui, alors, on parle d'une clause libératoire. Donc il n'y a pas forcément de négociation, tu la pètes et c'est terminé. Mais Luis Campos, étant conseiller sportif et du PSG et du Celta Vigo, écoutez, si vous vous offusquez de ce que fait Chelsea avec l'Arabie Saoudite, ou alors du groupe Red Bull avec Salzbourg et Leipzig, offusquez-vous de Luis Campos qui fait un deal en étant salarié d'aucun des deux clubs. C'est-à-dire que là, sur le deal, bah, il va prendre des commissions qu'il va faire passer sur sa société. Il n'est pas salarié avec un salaire qu'il prend tous les mois. Il va se prendre la commission sur le deal entre les deux clubs qu'il va faire passer sur sa société. Est-ce qu'il ne va pas du coup prendre un mandat et avec le Celta Vigo et avec le PSG pour en prendre du coup deux par exemple, Leonardo sur Icardi, il se prend un mandat et il fait croquer ses potes que du côté du PSG. Là, Luis Campos peut faire x2. Bon, est-ce que c'est réglo tout ça d'un point de vue purement objectif, et je parlerai que de ça aujourd'hui, demain on parlera de la dimension tactique du joueur et tout ça, qui est un crack bien évidemment, pisté par City, Liverpool, le Real, qui a envoyé des émissaires au mois de mars le regarder. Bon, le deal en lui-même, ok, on parle d'une clause libératoire, donc il n'y a pas forcément de négociation, mais en matière de mandat et tout ça, Luis Campos, est-ce que là, on ne serait pas sur une nouvelle magouille? Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dès demain, du coup, pour parler un peu plus en profondeur de Kolo Muani, Gabri Veiga, et des rumeurs qui sortiront d'ici là, on l'espère, des officialisations aussi, et puis voilà, prenez soin de vous, ciao les amis.